Les procès-verbaux qu'on vient de nous proposer sont des procès-verbaux de 2016 et 2017. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il dit là? Ok. Oui, Al-Qaïdi, vous n'avez parfaitement raison, mais c'est un problème de logiciel tout simplement. Ça ne marche pas et ceci nous a fait rattraper ces deux dossiers. Sinon, vous avez tout à fait raison. Merci. Alors, il y a d'autres observations? Donc, en dehors donc, de ce point-là, nous pouvons considérer cet ordre du jour comme adopté. Nous allons donc à présent commencer par le premier point relatif à l'adoption des procès-verbaux des séances plénières des 21 et 21 décembre 2016 et 30 mars 2017. Les documents ayant été donc distribués, ceux qui ont des observations de fond peuvent s'inscrire. De simples corrections de forme peuvent être communiquées par écrit au secrétariat général pour leur prise en compte. S'il n'y a pas d'observation, nous pouvons donc considérer ces PV également comme adoptés. Nous allons poursuivre nos travaux avec le deuxième point relatif aux questions orales. À ce sujet, je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 91 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les débats relatifs aux questions orales ne peuvent excéder 60 minutes. Aussi, seul le ministre et l'auteur de la question disposent de la parole. En ce qui concerne la répartition du temps de parole, je précise que les auteurs des différentes questions disposeront chacun de 30 minutes au total pour leurs interventions et les ministres disposeront également de 30 minutes chacun pour leurs éléments de réponse. Sur ce, j'invite l'honorable Omar Marikou à poser donc ces questions au ministre de la Défense et des anciens combattants. Monsieur le Président, bonjour le ministre. Monsieur le ministre de la Défense, notre pays traverse une situation tumultueuse sur tous les plans, économique, social, politique et sécuritaire. La mort est devenue banale sur toute l'étendue du pays, mais singulièrement dans la région de Kidal, à Sékou, mettant en nu notre système de défense. L'angoisse des citoyens est d'autant plus énorme que ne se profilent à l'horizon les signes d'une fin heureuse. Aussi avons-nous décidé de vous soumettre ces questions afin d'espérer une fin rapide et heureuse à cette tourmente. Monsieur le ministre, l'armée de terre du Mali, dans ses différentes composantes, est-elle opérationnelle? Si oui, en quoi, sinon pourquoi? Avez-vous réellement des avions de combat? Où opère-t-il? Quel rôle joue actuellement la gendarmerie et la garde républicaine dans votre dispositif de défense? Monsieur le ministre, combien de milices existent au Mali à cette date? Quel est leur effectif? Comment et pourquoi sommes-nous arrivés à leur création et à leur prolifération? Comment expliquez-vous qu'un ex-militaire de l'armée régulière arrive à regrouper au moins 200 hommes en tenue correcte et dotés d'armes de guerre à s'évader? Quel joue rôle votre gouvernement dans la création, l'entretien et la prolifération des milices? Après les massacres de Djoura, vous avez procédé à des réaménagements au niveau technique, hiérarchique. Vous avez fait remplacer le chef de l'état-major des armées par son adjoint. Comment pouvez-vous soutenir cela? Plus de 700 militaires, essentiellement des hommes de rang et quelques sous-officiers, ont été radiés des effectifs de l'armée au moment où vous pourrez pour réinscrire dans les rangs ceux qui ont déserté. Dites-nous vos motivations et pensez-vous que les motifs de radiation sont justes? Un commandant de l'armée, M. Soumaïla Kamara, a été rétrogradé au grade de capitaine. Pensez-vous que cette sanction était juste? Comment expliquez-vous que notre pays soit envahi
par des armées étrangères, ayant un effectif plus important que celui de notre armée, doté de moyens plus sophistiqués, avec de plus puissants services de renseignement derrière, qui n'arrivent pas à juguler le terrorisme dans notre pays. Ces forces étrangères qui engloutissent des milliards par an et font saigner notre économie sont-elles nécessaires dans notre pays? Si oui, dites-nous en quoi, en clair, que vaut la présence de Barkhane et de l'amunissement au Mali? Pourquoi le siège de G5 Sahel ne s'installe pas à Mopti, Gao, Tombouctou ou Kidal? Pourquoi s'éloigne-t-il du théâtre des opérations pour se retrouver à Bamako? Nous savons que les éléments de Serval étaient des légionnaires composés de plusieurs nationalités. Que sont-ils devenus après le passage de Serval à Barkhane? Ces légionnaires et ces vendeurs ambulants de téléphone, même fois suspectés et signalés par vos services, ont disparu. Ont-ils un lien avec les massacres à Mopti? Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? Depuis la guerre que l'Occident, avec à sa tête la France, a livrée contre la Libye, certaines autorités françaises s'illustrent dans des propos désobligeants contre notre dignité, prononcent des phrases assassines contre notre souveraineté et notre honneur. Hier, c'était Alain Juppé et M. Sarkozy. Aujourd'hui, c'est M. Yves Le Drian qui a déclaré: depuis l'indépendance de ce pays, il y a deux peuples qui essaient de vivre ensemble et qui n'y arrivaient pas, bien qu'éventuellement s'affrontaient, ceux du Nord et ceux du Sud. Fin de citation. Et qui sont ces deux peuples? En quoi l'intervention française a mis ces deux peuples ensemble? Où se trouve notre souveraineté lorsque M. Jean-Yves Le Drian déclare avec arrogance devant les députés français porter aux Nations Unies la crise du Mali avec le Premier ministre malien? Mais dites-nous le prix de notre sous-traitance à la France. Je vous remercie. Monsieur, ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 4 minutes 7 secondes. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour vos éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorable député, bonjour. Monsieur le Président, je voudrais commencer par remercier l'honorable Omar Mariko pour l'ensemble des questions qu'il a estimé devoir adresser au ministre de la Défense. La densité des questions reflète véritablement l'intérêt que l'honorable Mariko porte à la situation sécuritaire de notre pays et surtout à l'état dans lequel se trouvent nos forces de défense. Monsieur le Président, à l'entame de mes propos, je voudrais rendre un vibrant hommage à nos hommes, à nos soldats qui sont sur le terrain, qui évoluent dans les conditions les plus difficiles, mais qui, au-delà des clichés, font un travail fantastique. Et m'incliner en même temps sur la mémoire de toutes les victimes, militaires comme civiles, maliennes comme étrangères, qui ont succombé sous les balles assassines des ennemis de notre pays ou sous le coup des engins explosifs improvisés posés par ceux-là même. Monsieur le Président, à la première question de l'honorable Mariko, relative à la situation des composants de l'armée de terre, je voudrais rappeler que l'armée de terre est composée de 3 branches. Il s'agit de l'infanterie, de l'artillerie et de l'arme blindée. Ces 3 composantes, comme les segments de toutes nos autres armes
ont bénéficié d'appui singulier dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire initiée par le chef de l'État au début de son premier mandat. Cette loi que vous avez bien voulu adopter et qui a permis de changer la physionomie de notre armée est, à n'en pas douter, une de ces initiatives salvatrices pour notre pays. L'armée de terre, à travers ses composantes, fait partie de notre dispositif de défense et est intégrée à nos schémas de combat sur le terrain. Et ce schéma est articulé autour d'entités que nous avons dénommées les GTIA, à savoir Groupe Tactique Interarmés. Ces groupements tactiques interarmés que nous avons constitués comportent chacun les éléments de nos principales armes, notamment l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, le génie militaire, la direction centrale de services de santé et la transmission. Ce sont ces GTIA qui ont été conçus pour nous adapter à la nature de la guerre qui nous est imposée, la guerre asymétrique que nous menons aujourd'hui, contre un ennemi qui n'est nulle part, mais qui est partout à la fois, un ennemi invisible. Dans ce cadre, Monsieur le Président, nos forces armées et de sécurité, comme je l'ai rappelé à l'entame de mes propos, sont en train de faire un travail important. Et je pense que de plus en plus, les citoyens maliens ne s'y trompent pas, qui donnent des signaux d'approbation et d'appréciation de l'action de nos militaires. Monsieur le Président, les composants donc de l'armée de terre sont opérationnels dans le cadre des ensembles qui ont été créés pour faire face à la menace ennemie. Quant à la deuxième question relative aux avions de combat, Monsieur le Président, oui, nous avons des avions de combat qui sont présentement sur zone et qui interviennent régulièrement en appui aux troupes terrestres. Les populations du centre, notamment, pourront en témoigner. Monsieur le Président, pour ce qui concerne le rôle de la garde nationale et de la gendarmerie dans notre système de défense, je voudrais rappeler que ces deux corps ont leurs missions spécifiques, des missions classiques. Mais en plus de ces missions classiques et spécifiques, la gendarmerie et la garde nationale opèrent dans le cadre des opérations en cours sur le théâtre, fondamentalement en assurant des missions de prévôté pour la gendarmerie, aussi bien dans le cadre national et dans le cadre du G5 Sahel, dont je parlerai plus tard, qui se trouve aujourd'hui dans notre pays sur deux fuseaux, le fuseau ouest et le fuseau centre. Pour ce qui concerne la garde nationale, le rôle supplémentaire qu'elle joue dans le cadre de notre dispositif opérationnel actuel, c'est celui du contrôle des zones, dans le cadre notamment du plan de sécurisation intégrée des régions du centre. Monsieur le Président, concernant la question relative aux milices, le ministre de la Défense que je suis n'est pas détenteur de décompte des milices.
parce que les milices ne sont ni gérées, ni entretenues, ni créées par l'État. Comment peut-on expliquer la prolifération des groupes armés? Monsieur le Président, nous ne sommes pas étrangers, nous sommes tous maliens, nous savons d'où on est parti. En 2012, Monsieur le Président, notre pays a failli être rayé. Nous avons été agressés. Les 2/3 de notre territoire ont été occupés. Il a fallu que les amis du Mali, d'abord à commencer par les voisins, à travers la CEDEAO, à travers l'Union africaine, par la suite la France et enfin l'ensemble de la communauté internationale à travers les Nations Unies se mobilisent pour venir nous aider à sauver notre pays. L'action menée a permis certes de neutraliser la menace globale en tant que telle, mais les séquelles ont été que la présence de l'État a été affaiblie à maints endroits, ce qui a laissé un vide qui a été très rapidement comblé par des groupes d'armées de toute nature. Donc, je le répète, le gouvernement n'a pas créé de groupe. Le gouvernement n'entretient pas de groupe. Mais le constat est que aujourd'hui, nous avons dans notre pays un phénomène réel de prolifération des armes de guerre. Et mon collègue de la sécurité est là. Ça service régulièrement des bus des détenteurs d'arsenaux, d'armes de guerre, même ici à Bamako. Donc, l'objectif que nous visons, que nous devons tous viser, est de faire en sorte que ce phénomène soit enrayé pour le bien de notre pays. L'allusion à un ancien militaire qui est faite dans la question, je ne crois pas devoir y réagir en tant que tel, car pour moi, tout détenteur d'armes de guerre qui ne soit pas investi des prérogatives pour cela par la puissance publique est un élément à combattre. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de nos activités de tous les jours. Monsieur le Président, pour ce qui concerne les réaménagements que le chef suprême des armées a cru devoir effectuer après la dernière attaque de notre poste militaire de Djoura, je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire beaucoup de commentaires. C'est des réaménagements qui ont été faits en fonction des impératifs de la conduite heureuse des opérations sur le terrain. Pour ce qui concerne les radiations, Monsieur le Président, il m'a demandé de dire si la radiation de 700 militaires est juste. Monsieur le Président, une des contraintes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui au niveau de l'armée malienne est l'insuffisance d'effectifs. Une armée qui souffre d'insuffisance d'effectifs ne se réjouira pas de voir mettre à la porte 700 de ces éléments. Mais, Monsieur le Président, nous sommes dans une dynamique de reconstruction de notre armée nationale. Et cette dynamique suppose que le b.a.-ba de ce qui doit constituer la base du comportement du militaire soit observé strictement. Les militaires sont gérés par un cadre législatif dont la quintessence se trouve être le statut général des militaires. Et l'épine dorsale du statut général des militaires, c'est la discipline. Une armée sans discipline n'en est pas une. Et le statut général prévoit des sanctions pour des fautes commises
par les militaires. Et tous les cas de radiation ont fait l'objet d'examens par les structures appropriées prévues par le statut général des militaires. Et le verdict a été appliqué. Et le verdict est toujours fonction de la gravité des fautes commises. Monsieur le Président, les fautes qui sont sanctionnables par le statut général des militaires deviennent encore plus lourdes quand elles sont commises en temps de guerre. C'est pour cette raison que pour être sûr d'avancer comme il le faut vers la construction d'une armée véritable, nous estimons qu'il est impératif qu'on applique les règles, qu'on applique les principes, que la discipline soit de rigueur. Si cela doit conduire à la radiation, comme c'est le cas de ceux qui sont cités ici, c'est un sacrifice qu'on est obligé de supporter si l'on veut avoir une armée. La même chose est valable pour l'officier dont le nom est cité ici, qui a été rétrogradé conformément au texte qui gère les militaires et en fonction d'une faute avérée commise dans le cadre du théâtre des opérations. Monsieur le Président, concernant les forces étrangères, je l'ai rappelé tout à l'heure qu'en 2012, notre pays a failli être simplement anéanti. Et il a fallu que des amis volent à notre secours, à commencer par nos voisins immédiats, par l'Union africaine, la France et enfin l'ensemble de la communauté internationale. Je pense que nous devons continuer à rendre hommage à ces amis qui sont venus nous assister. L'amnistie qui avait été mise en place et qui a cédé la place à la MINUSMA. L'opération Serval qui a permis de repousser ceux qui avaient occupé les 2 tiers de notre territoire, qui a été transformé en opération Barkhane. Tout cela a été fait pour apporter au Mali le soutien et l'appui nécessaire pour lui permettre de se relever. Donc, quand on me dit, est-ce que la présence de ces forces est nécessaire dans notre pays, je dis oui, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que nous avons besoin de temps pour reconstituer nos forces, pour nous doter de capacités réelles pour faire face à l'ensemble des menaces auxquelles nous sommes exposés. Et aujourd'hui, la menace à laquelle nous faisons face dépasse nos frontières. C'est une menace régionale. Et il faut y faire face dans un cadre régional, dans un cadre élargi. Monsieur le Président, je voudrais dire qu'à ce jour, notre armée, à travers les différentes opérations qu'elle a conçues et qu'elle est en train de mettre en œuvre, à commencer par l'opération centrale dénommée Opération Dambé, instituée en 2017 et réorganisée récemment en début mars dernier, est une opération qui couvre les régions centres. Les régions centres entendues au sens que les militaires donnent. Dans notre jargon, les régions centres, c'est Ségou, Mopti, Tombouctou, Taoudé. Et le théâtre est qui couvre les régions de Gao, Menaka, Kidal. Donc l'opération Dambé, dans le cadre de laquelle
l'essentiel des actions d'aujourd'hui se déroule est appuyé dans la plupart des actions concrètes par nos partenaires, notamment de Barkhane. Et depuis quelques semaines, nous avons déployé un schéma plus renforcé dans le centre du pays. Vous savez que déjà, dans le cadre du plan de sécurisation intégrée des régions du centre, on a procédé à une massification de la présence des forces dans l'ensemble de la zone centre. Mais récemment, en liaison avec ce qui se passe sur le plateau de Goma, nous avons mis en place un nouveau schéma. Ce schéma est composé de 2 opérations qui se complètent. Il y a une opération qui porte précisément sur les cercles de Banagara, Bakas, Koro et Douazra, et que nous conduisons avec l'appui de la MINUSMA. Mais dans le cadre de cette même opération, nous avons également une action en commun avec notre voisin burkinabé. Et cette opération, on l'a appelée l'opération Kapitbou. Et certainement, vous avez dû l'apprendre ces derniers temps, que dans le cadre de ces opérations, on a neutralisé un grand nombre de terroristes dans la bande frontalière entre le Mali et le Burkina. L'autre aile de cette action, c'est ce que nous menons dans le Gourma, avec l'appui de Barkhane. Jusque-là, nous avons mené toute une série d'actions dans le Gourma. Vous avez dû suivre hier le reportage de la DIRPA qui nous faisait un peu le bilan d'une opération qui était en cours dans le Gourma depuis le début du mois de mars jusqu'au 12 de ce mois d'avril. Dans le cadre de ces opérations, Barkhane nous a surtout appuyé dans la couverture aérienne de certaines actions menées. Et aujourd'hui, vu que le constat est que le Gourma est de plus en plus en train de devenir un sanctuaire, et qu'il reste 10 minutes pour pouvoir répondre aux questions, c'est bon. D'accord. Le Gourma étant en train de devenir un sanctuaire, nous avons estimé qu'il faut intensifier les présences dans ce secteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, Barkhane est en train de transiter un peu vers de la zone de Menaka vers la zone du Gourma pour renforcer la présence militaire dans cette zone. Alors, pour le G5 Sahel, Monsieur le Président, le PC du G5 Sahel était assez varié. Malheureusement, l'attaque de ce PC a déclenché une dynamique qui a conduit les chefs d'État à estimer qu'il faut amener ce PC à Bamako. Mais néanmoins, Sévaré va abriter un PC tactique qui va permettre de gérer des opérations au niveau du fuseau centre, notamment Boulkessi, et du fuseau ouest, la frontière avec la Mauritanie. Concernant les légionnaires français, Monsieur le Président, je n'ai pas de commentaires à faire parce que nous ne sommes pas au courant que l'opération Serval a été menée par des légionnaires venant de différents pays. Et pour ce qui est des propos tenus par des responsables d'autres pays, Monsieur le Président, je demanderai l'indulgence de l'honorable Oumar Mariko pour ne pas me permettre de les commenter. Car, quant au Mali, je pense qu'il y a un peuple, au peuple malien. Je n'ai pas connaissance de 2 peuples.
Pour ce qui concerne les affirmations relatives à ce qu'un ministre a dit à son assemblée concernant l'Assemblée générale ou la réunion aux Nations Unies sur le Mali, je dis aussi que la réunion des Nations Unies est animée par des États souverains qui, chacun, porte sa voix conformément à ce qui est ses intérêts. Et en ce moment-là, arrivé à Washington, je sais que c'est le Premier ministre malien qui a défendu la cause du Mali, du point de vue des intérêts du Mali, mais les autres participants au débat ont chacun la liberté d'avoir leurs opinions qu'ils sauraient engager les autorités maliennes. Je vous remercie. Merci. Honorable Mariko, pour votre seconde, Monsieur le ministre, vous faites donc 23 minutes 19 secondes. Deuxième tour, Mariko. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez répondu avec très peu de conviction, ce qui me permet de vous poser quand même deux petites questions au passage. Confirmez-vous qu'il y a une construction de base militaire à Gossi par la France? Et à quelle heure vous avez été informé sur l'attaque d'Ouagassogou? Monsieur le ministre, dans votre réponse, concernant l'armée de terre, vous avez oublié deux composantes extrêmement importantes: la santé et la transmission. Et justement, c'est là le problème de l'armée, la transmission. Parmi les éléments que vous avez cités, vous n'avez pas parlé de la transmission, et vous avez parlé de l'artillerie, des blindés, des fantassins, mais vous avez oublié la santé et la transmission. Ceci, Monsieur le ministre, nous sommes tous des Maliens, comme vous l'avez dit, et en tant que députés, nous faisons nos investigations. Mais je peux vous dire aujourd'hui que nous ne disposons pas de pilotes formés au combat. Nous ne disposons pas de pilotes formés au combat. Nous avons des avions de combat, mais ces avions de combat n'ont pas d'armes, n'ont pas d'armes, n'ont pas de munitions. Et les pilotes ne sont pas formés en conséquence. C'est une réalité. Et je ne trahis aucun secret quand je le dis aujourd'hui, étant donné que l'ennemi le sait. C'est nous qui ne le savions pas. Et ce sont les enfants qui sont envoyés dans la boucherie, les militaires qui sont envoyés dans la boucherie, qui ne le savent pas non plus. Vous savez bien pourquoi ces armes ne sont pas venues, et aussi toutes les informations que nous avons reçues. Votre ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé, et disons le ministre des Finances, n'a pas payé, n'a pas honoré les clauses avec les vendeurs d'armes pour les avions, et vous avez stoppé la formation de nos pilotes au premier niveau. Donc, hommes non formés, avions non dotés de munitions, ça donne quel résultat? Et quand vous dites que les avions volent, tout le peuple malien nous entend, je n'ai pas envie de parler trop de ça. Monsieur le ministre, concernant les avions, concernant l'armée de l'air, le Mali disposait de missiles sol-air. Et dans cette même tribune, sur cette même tribune, j'ai eu à interpeller le ministre de la Défense de l'époque, Soumourou Maïga. Vous avez détruit tous ces milices-là, tous ces missiles-là. Vous les avez détruits. Les missiles sol-air que le Mali avait, vous les avez détruits. Et tous les jours, les gens les ont vus partir à Kolokan et à Koulikoro pour être détruits. Et ces destructions ont été faites aussi, malheureusement, par des experts français, en lieu et place des experts russes. Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'armée des terres. Je vais vous dire en vos postages que nous avons les chars P-54 qui sont sous les hangars. Ils sont non fonctionnels. Sur 6 pièces de BM-21, c'est-à-dire les ordres de Staline, nous n'avons pas une seule pièce fonctionnelle au niveau de l'armée. Et tout le monde sait la capacité de frappe des BM-21. Je ne viens pas sur là-dessus. Et là aussi, les obus ont été désintégrés par la même procédure, par celui qui était ministre de la Défense et qui se trouve être aujourd'hui le Premier ministre de la République du Mali. Dans ces conditions-là, peut-on nous parler d'armée opérationnelle? Je crois qu'il n'y en a pas. Vous avez parlé de la relève
du chef d'état-major général des armées. Vous avez mis à sa place son adjoint. En fait, c'est l'adjoint qui est le chef opérationnel. Je parle sous le contrôle des militaires qui sont là. C'est l'adjoint qui joue le rôle des opérations. Alors si les opérations échouent, ce n'est pas le chef d'état-major qui doit seul sauter. À mon avis, ce n'est même pas le chef d'état-major qui devrait et son adjoint qui devrait seulement sauter, c'est le ministre qui devrait sauter. Mais comme vous ne pouvez pas vous-même, vous aurez dû simplement rendre votre démission, comme vous ne l'avez pas fait, le président de la République devait démettre, ou sur l'information du ministre du Premier ministre, démettre le Premier ministre de la Défense. Mais malheureusement, je pense qu'on n'est pas là pour le service de l'État, on est plutôt là pour ses propres services, sinon il y a beaucoup de devoirs qui sont passés qui méritaient vraiment que vous preniez vos responsabilités. Vous avez parlé, j'ai parlé de 200 hommes qui sont séparés, qui sont bien organisés, c'est une milice bien organisée, vous avez connaissance de cela. Vous ne les touchez pas, vous n'avez pas expliqué comment cela a été construit. Mais je peux vous dire que la prolifération des milices est due à votre incapacité de protéger les citoyens et à la justice, la mauvaise justice rendue dans ces différentes circonscriptions-là. C'est ce qui explique la prolifération des milices. Vous ne pouvez pas en parler, mais je vous dis, votre problème n'est pas de se dire que c'est tous les Maliens, nous sommes tous des Maliens, on est au courant des choses, etc. Non, vous avez été choisi pour nous protéger de cette situation. Vous avez montré que vous n'en étiez pas capable. Pour ce qui concerne les militaires radiés et le commandant en question qui a été radié, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je vous prends simplement à défaut ce qui explique en réalité ce que vous avez dit, l'exagération que vous avez faite, dite du rôle de Serval en République du Mali. Depuis cette guerre-là, qui a commencé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas tenu de conseil de guerre. Surtout, convoquer les militaires qui étaient sur le front en 2012 et qui ont échoué, pour au moins les entendre, les écouter. Vous ne l'avez pas fait. Ça, je le dis, et j'attends la réaction contraire. Parce que là, nous pouvons lever des enquêtes sur ces questions-là, si vous voulez bien. Et les forces étrangères, comment ces forces étrangères collaborent avec l'armée malienne? Comment? Ils ont des puissants réseaux d'information, ils ont des armes sophistiquées, et l'armée malienne est surprise par le manque d'information. Comment vous pouvez expliquer ça? Quelle collaboration existe entre ces forces-là et l'armée malienne? Je peux dire que cette collaboration est nulle. C'est pour cette raison que je ne vois pas vraiment la nécessité de leur présence ici. Et vous avez parlé de G5 Sahel à Bamako. Vous dites qu'ils ont quitté Tombouctou et Mopti, c'est vrai, parce qu'il y a eu des attaques malheureuses. Des gens qui ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes. Et qui quittent Mopti pour venir prendre un siège à Bamako ici. Et vous avez à justifier cela? Ah non, je vous dis encore une fois, G5 Sahel partout sauf à Bamako. En principe, G5 Sahel, c'est un regroupement d'armées inefficaces. Donc nous avons plutôt le besoin de reconstruire et reconstruire notre armée plutôt que de faire appel à n'importe quelle structure parce qu'il y a de l'argent derrière. Il n'y a que ça qui explique. Vous avez parlé de nos jeunes militaires, mais sur le ministère, 700 personnes, vous dites qu'on les a radiés et ce sont les sous-officiers, les hommes de rang. Il n'y a pas un seul chef de commandement là-dedans. Il n'y en a pas. C'est 700 qu'on a radiés. Vous savez bien que chaque militaire a droit à 250 cartouches. On leur donne 90. Les unités ne sont jamais, les effectifs ne sont jamais complets. C'est pourquoi vous êtes passé au-dessus des effectifs. Les effectifs ne sont jamais complets. Jamais complets. Et vous donnez 90 cartouches à des gens qui ont besoin de 150. Les kalachnikovs que vous avez, parfois on donne à ces hommes-là 100 percuteurs. Ces kalachnikovs 100 percuteurs. On ne les était même pas sur le marché, c'est sur la place. Des gens vont avec des armes et les munitions suivent après. Et quand ils tombent dans des embuscades, ils sont incapables d'agir. Non, monsieur le ministre, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème et je vais m'arrêter là pour vous permettre de répondre à ces deux questions sur vos vous et puis sur la base militaire française ou malienne, je ne sais pas, qu'on est en train de construire, qu'on serait en train de construire à Bossi, puisque je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Je reviendrai.
8 minutes 44 secondes. Donc, ça vous fait au total environ 13 minutes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Concernant Gossi, honorable, je viens de le rappeler, dans le dispositif réaménagé que nous sommes en train de mettre en place, il est prévu effectivement que Barkhane ait une présence à Gossi. Et c'est donc l'aménagement de cela qui est en cours. Concernant l'attaque de Dogosabou, j'ai été informé de l'attaque le matin parce que d'habitude, quand il y a des événements sur le terrain, je reçois des informations, mais mes éléments ne m'envoient des informations qu'après les avoir vérifiées. Et c'est ce qui a fait que j'ai constaté que l'information m'est arrivée après que j'ai eu d'ailleurs vent à d'autres sources. Et concernant, Monsieur le Président, les différentes affirmations quant à la dotation des militaires, je voudrais, Monsieur le Président, ne pas rentrer ici dans un décompte, mais je voudrais dire à l'attention de l'honorable Omar Mariko que notre armée gagnerait justement à être mise à l'abri de certains types d'influence. Nous savons, Monsieur le Président, ce qui se passe à nos militaires. Et je voudrais demander à l'ensemble justement des Maliens d'aider à la reconstruction de l'armée, d'aider à faire en sorte que l'armée soit une armée unie, homogène. Concernant les engins que nous avons à Kati, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avons une quarantaine de nos engins blindés qui sont en réparation parce que nous avons estimé qu'il y en a qui sont récupérables et nous avons pris la décision de les réparer. Le travail est en cours. Donc c'est ce que j'ai d'abord à dire, Monsieur le Président, avant la dernière intervention de l'honorable Omar Mariko. « 2 minutes 17. Honorable Omar Mariko. Notre pays a besoin de responsables à la hauteur de la mission qu'on leur accorde. L'actuel ministre de la Justice, ministre de la Défense, s'était opposé sur la pression, je dis bien sur la pression de l'ambassadrice de France qui était là, que le siège du G5 Sahel soit à Bamako. C'est un de vos collègues. Il a refusé quand il est ministre de la Défense. Et après son départ, on se précipite pour l'accepter. Où est la cohérence? Et vous confirmez qu'effectivement, vous n'avez pas répondu à la question sur le Gossou. Quand est-ce que vous avez été informé? Parce que nous savons, ce n'est pas important, parce que nous savons que 2 députés vous ont appelé. À l'un, vous avez dit que vous n'êtes pas au courant, mais à l'autre, vous avez donné des informations. De 2 choses l'une. Ou bien vous n'êtes effectivement pas au courant, ou bien vous envoyez les députés en bateau. Ce n'est que ça, ce n'est que ça. Vous confirmez donc que Barkhane, qui a une opération de construction d'une base militaire à Gossi. Et là, ça rejoint ce que j'ai dit par rapport aux autorités françaises. Si les autorités françaises se permettent de parler de notre pays, alors nos autorités aussi doivent parler de notre pays, parce que nous sommes un pays indépendant et souverain. À moins qu'on troque notre indépendance, ce que vous êtes en train de faire, sur la sécurité, sur tout ce qui concerne notre pays. Et c'est là où je dis, Madame le ministre, vous n'êtes pas conseillère de la défense, vous aurez lui glisser un seul mot, et j'ai envie d'être écouté par le ministre. Alors donc, merci Monsieur le Président. Donc, je ne fais pas d'affirmation gratuite, donc je vous donne les 2 minutes qui me restent pour que vous puissiez répondre. Je reviens. « 1 minute 42 secondes. Monsieur le ministre, il vous reste 5 minutes en tout. Hein.
Président. Concernant le G5 Sahel, Monsieur le Président, je veux qu'on évite de distiller des choses mensongères. Le transfert du siège du G5 Sahel ne relève pas de l'autorité d'un seul pays. Ça fait 5 pays. Et, honorable, pour être honnête avec vous, je vais vous dire que le Mali, effectivement, s'est opposé au transfert du siège à Bamako. Mais, dans le cadre des rencontres au sommet des chefs d'État du G5 Sahel, la décision a été prise et nous avons été contraints de la subir. C'est ça la vérité. Ceci dit, Monsieur le Président, je répète encore qu'il faut qu'on arrête pour le besoin de la propagande de ressasser des choses qui ne sont pas vraies. Je m'inscris en faux par rapport aux déclarations relatives aux dotations des militaires. L'honorable Oumar Mariko n'est pas militaire. Il n'a été dans aucun contingent. Il n'est d'aucun peloton. Alors, je me pose la question. D'où il sort les chiffres? D'où il sort les chiffres? Si c'est de chez nous, ce sont des chiffres qui ne sont pas corrects. Je le dis et je l'assume. Monsieur le Président, autre chose. Concernant l'installation des éléments Barkhane à Gossi, dans le Gourmand, il ne s'agit pas d'implantation de camps de façon particulière. Partout où Barkhane évolue, il est obligé d'aménager un site où doivent camper ces hommes. C'est aussi élémentaire. Et c'est en complémentarité avec ce que nous faisons au niveau national, Monsieur le Président. Pour le moment, je ne sais pas si honorable a d'autres choses, je m'arrête là d'abord. Voilà, Monsieur le ministre, ok. Vous avez... Oui, combien 2 minutes 35, donc il vous reste 2 minutes... 2 minutes. Il ne me reste qu'à demander aux honorables députés de faire une résolution pour empêcher l'installation de G5 Sahel à Bamako. Deuxième chose, Monsieur le ministre, je suis malien, je suis député et en tant que malien député, j'ai occupé de hautes fonctions dans cette république. J'étais membre du comité de transition pour le salut du peuple. J'ai dirigé l'Assemblée nationale en tant que 8e et 9e vice-président. Vous n'avez pas besoin d'être ministre de la Défense pour savoir ce qui se passe dans mon armée. Et bien des choses, je les ai passées sous silence. Bien des choses, je dis bien. Pas pour vous, pour ceux qui nous écoutent, parce que ça peut être dommage pour notre pays. Mais ce que je vous dis là, les ennemis le savent. Et votre responsabilité est entière dans la destruction programmée de notre armée. Et je vous dis encore une fois, je précise que vous n'aviez pas du tout, vous n'avez sorti aucun plan ici. Et comme hier, par rapport à la reconstruction de cette armée-là, vous vous déportez Barkhane, G5 Sahel, etc., etc. Et si vous aviez écouté ces hommes de rang, si vous dites que ce n'est pas votre niveau, vous êtes au niveau stratégique, mais comment vous allez radier 700 personnes, que le commandement soit intact? Le commandement n'est pas responsable. Et monsieur le ministre, comme vous dites que vous voulez parler vrai et sérieux, pouvez-vous rendre public devant le peuple malien les enquêtes qui ont été faites pour savoir le nombre exact de militaires que le Mali mobilise? Et l'argent qui sort pour ce nombre fictif, vous pouvez le dire publiquement? C'est là où vous allez vous rendre compte, encore une fois, qu'il y a beaucoup de choses que je n'aimerais pas dire ici, mais à hauteur de responsabilité, je dis simplement, vous n'êtes pas suffisamment responsable pour faire face à la situation actuelle de notre pays, de notre armée. Revoyez encore votre conseil de guerre. Voyez encore, ce n'est pas Barkhane, ce n'est pas Serval qui a sauvé le Mali à Kona.
les militaires maliens qui étaient sur le terrain et qui ont été blessés sur le terrain, qui manipulaient des agents, à qui on a dit de quitter les lieux et d'attendre l'arrivée de l'armée, l'aviation, le samedi matin, peut manifestement démontrer que ce n'est pas Serval qui a sauvé le Mali, bien au contraire. Alors donc, puisque vous ne voulez pas parler des étrangers, c'est parce que c'est là où je pose la question de savoir quelle est la rançon de notre sous-traitance. Bon, monsieur le ministre, vous avez 2 minutes si vous voulez intervenir, 2 minutes 25. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable. C'est une règle que l'un peut voir le verre à moitié vide, là où l'autre voit le verre à moitié plein. Chacun est dans sa raison. Le peuple malien est témoin de ce qu'il a vécu et certainement n'est pas amnésique. C'est qui a fait quoi et quand. Monsieur le Président, je ne suis pas rentré dans les détails de ce que nous sommes en train de faire pour la réorganisation globale de notre armée, parce que ce Cénacle n'est pas là le lieu où je dois venir exposer les questions de fond relatives à l'armée malienne. Honorable, vous avez certainement un avantage, c'est celui de pouvoir dire tout. Mais moi, il y a des éléments que je ne peux pas aborder ici simplement parce qu'ils relèvent des questions de défense et le Mali n'innove en rien dans ce domaine. Partout dans le monde, certaines questions relatives à la défense sont examinées et débattues en des lieux appropriés. Donc, honorable député, concernant les malversations que vous évoquez en filigrane qui se passeraient au niveau des militaires, oui, on dit beaucoup de choses, mais depuis bientôt 7 mois que je suis ministre de la Défense, monsieur le député, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai senti, je suis en train de faire évoluer également beaucoup de choses. C'est ça ma mission. Et vous n'êtes pas satisfait de ce que j'ai fait, c'est votre droit. Nous sommes en démocratie. Mais pour l'instant, investi de la mission qui est la nôtre, je suis en poste, je me bats à tous les moyens pour remplir ma mission telle que on me l'a assignée, et ceci pour l'intérêt de notre pays. Merci. Vous avez consommé la moitié du temps, la moitié de votre temps. Beaucoup a été fait, sauf que tous les jours, les gens meurent, et ce n'est pas en décroissant, mais c'est en croissant. Tous les jours, il y a des milices qui se créent pour combler votre vide, à tort ou à raison. Monsieur le ministre, vous avez un avantage que vous ne savez pas certainement, que j'exploite sérieusement. C'est que vos gestes, vos actes sont plus visibles que vos paroles. Malheureusement, vos actes sont destructeurs. Voilà la différence. Et j'ai un self-control. Pas par rapport à vous, par rapport à une idéologie. Mon self-control, c'est par rapport à ma patrie, qui souffre énormément. Et si aujourd'hui vous osez dire que je vois le verre à moitié rempli, c'est que vous n'avez pas compris que votre verre est vide. Parce qu'il est vide. On peut aussi être atteint d'une myopie telle que l'on puisse dire
que le verre est à moitié rempli, puisque le verre donne des reflets. Monsieur le ministre, pour tout dire, moi je pense simplement que ce pays a besoin d'une autre orientation que ça. Monsieur le ministre, interrogez votre jeunesse militante. Vous vous rendez compte que vous êtes complètement en contradiction avec tout ce que vous avez prôné jusque-là aujourd'hui. Je ramène la question à ce niveau parce que vous ne savez pas prendre conscience de la gravité dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui et du danger auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Cette interpellation. Je vous en prie. Je n'ai pas entendu, c'est fini? Oui, je vous en prie, parce que tous les petits problèmes de détail que vous donnez là ne font pas partie de ce débat-là. Non, 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 je l'ai dit dès le départ. Quand on dit à un responsable, c'est des personnalités qu'il y a lieu ici de respecter, comme on le respecte lui-même. Président, vous savez, on dit à un responsable qui dit tout. Ce n'est pas une marque de respect. Un responsable qui dit tout, ce n'est pas un manque de respect. C'est pas une marque de respect. C'est au contraire une façon d'infantiliser. Il le sait très bien. Et je le comprends aussi. S'il veut encore, s'il me laisse une minute, je reviens. Ben non, il a mis son temps infini. Il n'a plus de temps, il ne peut pas. C'est vrai? Voilà. Monsieur le ministre, c'est conformément à tout cela que je dis franchement que votre gouvernement est à revoir. Voilà, donc on vient de finir avec le premier, mais je vais en profiter pour vous demander la chose suivante. On peut dire tout ce que l'on pense, hein, ça ici la parole est très libre, hein, mais vraiment il ne faut pas qu'on donne l'impression d'être un tribunal aussi. On n'est pas ça. Non, on n'est pas un tribunal. Voilà, je vous en prie. Je passe donc la parole à l'honorable Cheikh Tahara Nimaga pour poser ses questions au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Honorable député, Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, suite à la marche du 5 avril 2019, j'ai constaté avec amertume que de façon délibérée, les forces de l'ordre ont attaqué avec une violence inouïe la Zavia sur Agnarela, où il y avait les disciples de Cheikh Amada en train d'accomplir les rites religieux. Ce comportement qui jure avec l'éthique et le professionnalisme, tant vanté par les autorités, interpelle à plus d'un titre. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je voudrais avoir de votre part des réponses claires et précises sur ce comportement des forces chargées du maintien de l'ordre. 1. Pouvez-vous nous expliquer, devant la représentation nationale, les dispositifs qui étaient en place ce jour-là? 2. Pourquoi, parmi tous les lieux de culte, seule la Zavia de Nyarela, l'une des plus vieilles de la République du Mali, est réputée pour sa passivité, a pu être ciblée avec autant de violence? Monsieur le ministre, c'est quoi une minute? 1 minute 33. Vous avez la parole, monsieur le ministre, pour les réponses à ces questions. Monsieur le Président de l'Assemblée, honorable député, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord rappeler à l'honorable député avec qui j'ai eu à échanger dans la foulée de l'événement que le maintien d'ordre que nous enseignons dans notre pays est une école de tolérance. Nous enseignons à nos jeunes que maintenir l'ordre ne veut pas dire faire face à des ennemis. Il s'agit de nos parents
qui sont en train de manifester et que nous essayons de protéger ou de protéger les infrastructures. Alors on parle de la manifestation du vendredi dernier qui était autorisée, qui a été encadrée et dont nous avons salué le professionnalisme des forces, aussi bien la sagesse des organisateurs et le comportement des manifestants. Sauf que, en marge de cette manifestation, il y avait des individus qui avaient d'autres intentions. Des intentions différentes de ce qui a été demandé par les organisateurs eux-mêmes. Ils ont d'abord voulu s'attaquer à la résidence du Premier ministre, s'attaquer à Kourouba, et il y a eu une course-poursuite avec d'autres forces mobiles pour les empêcher de bloquer la circulation, pour permettre également au reste de la population de vaquer à ses occupations. Honorable député, vous voulez des réponses claires. La réponse est que la Zavia à Nyarela n'a jamais été une cible. Elle n'a jamais été attaquée parce que nous connaissons sa valeur et que les éléments qui sont chargés du maintien d'ordre sont aussi pour l'essentiel des musulmans qui connaissent. Donc il n'a jamais été question d'attaquer cette Zavia, sauf que à partir du musée national, des éléments qui voulaient monter, qui ont été pourchassés, se sont déplacés vers Nyarela, vers Bozula. À Nyarela, au niveau du carré des martyrs, il y avait des pneus qui étaient brûlés, qui barraient la rue. Et les véhicules étaient caillassés. Nous avons eu 2 blessés et nous avons eu le pare-brise des véhicules complètement brisés à cet endroit-là. C'est à ce moment-là que des grenades lacrymogènes ont été lancées sur les jeunes qui étaient là pour les disperser. Et vous savez, une fois que le gaz lacrymogène est dans l'atmosphère, on ne peut pas orienter le sens du vent. Donc ce qui fait qu'au niveau de la mosquée, effectivement, il y a eu du gaz au niveau de la mosquée. Et quand nous avons été alertés, comme quoi il y avait ce genre d'action tout près de la Zavia, des instructions ont été immédiatement données pour que les éléments se retirent. Et donc, je voudrais aussi à ce niveau-là saluer l'action de conciliation que le maire de la commune 2, les familles Dramé de Nyarela et Haïdara de l'Hippodrome ont eu à conduire, parce que nous les avons approchés pour expliquer ce qui s'était passé. Puisque ceux qui n'étaient pas sur place et qui ont été alertés par d'autres ont été tous choqués en disant que comment se fait-il que les forces de l'ordre puissent attaquer une lieu. Nous l'avons expliqué qu'en aucun cas nous ne pouvons attaquer un lieu de culte. Ce n'est pas dans notre culture et ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne à nos jeunes. Je crois que cette manifestation, la façon dont ça s'est déroulé, vous l'avez tous salué. Et donc, c'est comme ça, en marche, il y a des gens de mauvaise volonté qui ont voulu semer du désordre et il était de notre devoir de les empêcher, de bloquer la circulation. Malheureusement, ils se sont retrouvés au niveau, à hauteur de la Zavia, en les dispersant. Effectivement, les fidèles qui étaient à l'intérieur ont pu ressentir du gaz. Pour ce qui est des douilles qui ont été exhibées, cela est facile. À chaque fois qu'on les balance, les jeunes ramassent aussi. Et donc, on a pu montrer cela. Donc, je voudrais vous rassurer et raffirmer devant la représentation nationale qu'il n'a jamais été question d'attaquer la Zavia et qu'il n'en sera jamais question. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. 4 minutes, juste. Ouais, Cheikh Tarawani, vous avez la parole encore une fois. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, je vous rappelle qu'il y a un responsable dans toutes les avions. Alors, pourquoi les agents chargés de maintien d'ordre n'ont pas pris attache avec le responsable de la Zavia de Nyarela au lieu de l'attaquer? Une vieille et célèbre Zavia où Cheikh Amaoullah a fait ses prières. C'est pourquoi nous disons qu'elle est célèbre. La Zavia de Nyarela est l'une des plus anciennes à travers le monde, car elle fut construite par Cheikh Amaoullah, même vers les années 1924. Son premier responsable est Moukadem Fichard Khalifa Dramé, a remplacé Charles Khalifa Dramé jusqu'à sa mort en 1956. Il fut remplacé par son fils Suleiman Dramé, qui était à la tête de la Zavia jusqu'à son décès en 1962. Le troisième Moukadem est Mohamed Dramé. Ensuite,
Ismaël Dramé. Honorable Nimaga, s'il vous plaît. Et enfin, S'il vous plaît, Karim Dramé qui dirige la Zavia. Nimaga, vous êtes là? Oui, juste pour dire qu'il s'agit bel et bien de l'attaque de la Zavia. Là, vous êtes en train de... J'avais voulu écrire un peu. C'est l'attaque de la Zavia que vous êtes en train d'évoquer. Et c'est ce qui est dans le texte ici. Bien. On peut s'en tenir à ça. Le shérif, Mohamed Ould Chekne, ou le Mohamed Ould Sejidna Omar, ou le Hamallah, ou le shérif Ahmed, et ça continue jusqu'au prophète Mohamed béni soit-il. Il a toujours respecté la légalité et l'autorité de l'État. C'est à la veille de la marche du 5 avril 2019 qu'il s'est adressé à ses fidèles. Le mercredi 3 avril, en ces termes, je cite, « Si vous mourrez le jour de la marche, nous allons mourir le lendemain samedi. » Mais il n'a demandé à personne. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne continuerai pas. C'est un problème d'il y a quelques grenades qui sont tombées pas loin de la Zavia, ok. Mais maintenant, ce que vous évoquez, ça, vous avez un autre forum pour ça, pas ici. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Je vous en prie. Je voudrais dire qu'il n'a demandé à personne d'aller détruire les biens publics ou privés. Non, c'est bon là. Monsieur le ministre, c'est bon, je ne peux pas continuer. Vous conviendrez avec moi. Et cette expression voilà. Donc, vous ne pouvez pas être plus amaliste que moi aussi. J'ai un enfant qui porte le nom de chef. Alors, mais je vous en prie, ce n'est pas le lieu de dire tout ça ici. Vous avez simplement une interpellation devant l'Assemblée nationale. En tenez-vous au terme de l'interpellation. Je vous en supplie. Mettez-lui le micro. Allez-y. Mais ce vendredi 5 avril, après la marche, des gaz lacrymogènes ont atterri dans la Zavia de Nyarela, empêchant non seulement aux fidèles d'accomplir les rites, mais causant des dégâts qui sont entre autres un mort, 14 personnes grièvement blessées par les impacts de balles, dont 4 vieilles femmes, 10 bâches brûlées. Des témoins oculaires dans cette salle peuvent l'attester. Et nous avons également des photos qui sont là, qui l'attestent. Est-ce une provocation, une démonstration de force de la part du gouvernement? Est-ce une intimidation? J'avais un développeur ici, puisque vous avez laissé, je vais aux questions. Question 1. Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire les mesures que vous avez eu à prendre quand vous avez appris l'attaque de la Zavia? 2. Monsieur le ministre, combien de lieux de culte ont-ils été attaqués à Bamako ce jour-là? Et pourtant, Nyarela seul en compte plusieurs. 3. Pensez-vous que prendre position pour une marche équivaut à être contre ce régime? 4. Cette attaque de la Zavia était-elle une bavure de nos forces ou était-elle préméditée? Oui, merci. 5 minutes 10, ce qui vous amène à 6 minutes 43. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour vos éléments de réponse. Monsieur le Président, honorable député, il n'y avait pas de préméditation, il n'y a pas eu de bavure, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque. Je le dis, je le répète. Nous n'avons pas attaqué de mosquée, nous n'allons pas attaquer de mosquée. Puisque, comme je l'ai dit, le maintien d'ordre est une école de tolérance pour nous. Les manifestants ne sont pas des ennemis. Je le répète. Nous ne pouvions pas aller parler aux responsables de la Zavia parce que la rue était obstruée par des pneus en feu, en flammes.
et que derrière, il y avait des jeunes qui crassaient les forces, qui jetaient des cailloux, qui ont blessé 2 éléments et qui ont également brisé les pare-brises. Donc il fallait les disperser comme on les a dispersés aux alentours de la résidence du Premier ministre, comme on les a dispersés au pied de la colline vers le musée national, comme on les a dispersés non loin d'ici. Et encore une fois, les organisateurs de la manifestation eux-mêmes ont eu à saluer le professionnalisme des forces. Encore une fois, ces forces sont vos forces. Ce sont vos enfants. Ils ne peuvent pas aller attaquer une mosquée. Donc je voudrais vraiment que tout le monde comprenne que nous n'allons jamais faire ça. Nous n'avons pas fait ça. Et d'ailleurs, nous avons eu à discuter avec un des enfants de Feu Dramé, le maire de la commune 2 qui s'est investi pour qu'il y ait l'accalmie. À ce niveau-là, nous n'avions même plus de problème parce qu'on s'était compris. Donc encore une fois, honorable, rassurez-vous, il n'y a pas eu d'attaque et il n'y aura pas d'attaque. Merci beaucoup. Merci. 1 minute 40. Oui, Nimaga, vous avez la parole. Ça y est? Pardon? Ah non, les choses, si c'est les mêmes, c'est... Non, je suis désolé. Donc, vous avez fini? Non, ça, c'est pas dans... C'est bien. D'accord? Vous avez terminé alors? Bon, donc voilà, vous avez... Sur votre temps, vous avez fait 6 minutes 43. Le ministre a fait 5 minutes 40. Voilà. Là, nous avons fini avec cette interpellation. Alors, celle qui suit, c'est l'honorable Ousmane Kouyaté. Pose cette question à Madame le ministre des Infrastructures et de l'Équipement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour. Madame la Ministre, la route nationale numéro 3 constitue une des principales voies d'approvisionnement du pays, pour ne pas dire la plus importante. Madame la Ministre, les tronçons Kati Kolokani Djeni a atteint un niveau de dégradation qui se passe de tout commentaire. Il y a plus de 4 ans, ces tronçons n'ont pas fait l'objet d'entretien, à plus forte raison une reconstruction. Par ailleurs, lors de l'Assemblée plénière du 28 juin 2018, séance au cours de laquelle l'Assemblée a ratifié l'accord de prêt portant au financement de la route Kuala Mourjanara, 3e bilan d'ailleurs. Nous avions salué cette initiative du gouvernement, tout en demandant la reconstruction du tronçon Kati Kolokani Djeni. Madame la ministre, votre réponse a été la suivante. Je cite: le gouvernement a bouclé les études de faisabilité, mais le financement pour les travaux n'est pas encore acquis. J'avais dit clairement que si rien n'est fait avant l'hivernage en son temps, ce tronçon sera coupé. Et malheureusement, hélas, rien n'a été fait. Madame la ministre, en septembre 2018, les jeunes de Kati, Kolokani et Djeni ont décidé de bloquer le trafic pendant des journées de sortie, avec des barricades. La suite, on les connaît. À l'issue de l'intervention du gouverneur de région et des promesses fermes, appuyées par l'approvisionnement des sites en gravier et autres, en octobre 2018, le lancement des travaux de reconstruction de l'axe Kati Kolokani Djeni a eu lieu avec toutes les publicités en grande pompe, afin de calmer les jeunes et de faire croire aux usagers que bientôt c'est la fin du calvaire. Notre surprise a été grande et nous continuons à nous demander qu'est-ce qui n'a pas marché, car les travaux sont arrêtés. En outre, comme si cela ne suffisait pas,
en décembre 2018, lors de la séance d'adoption du budget d'État 2019, n'ayant pas vu une ligne prenant en charge les coûts des travaux du tronçon Kati-Kolokani-Tidjeni, à la question adressée à M. le ministre des Finances et de l'Économie sur la traçabilité du financement de ce tronçon dans le développement budgétaire d'État, M. le ministre nous a livré une réponse politique en lieu et place d'une réponse technique. À l'évidence, une telle réponse venant de la part de celui qui est en charge des questions financières et économiques du pays ne peut qu'en rajouter à l'inquiétude, au doute et au désespoir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'annoncer d'ores et déjà que mes questions portent essentiellement sur l'axe Kati-Kolokani-Tidjeni, car le tronçon RN3 qui a fait, sur le tronçon RN3 qui a fait l'objet de lancement officiel pour réhabilitation et réflexion. Qu'à cela ne tienne, certaines questions visent l'ensemble de la RN3 en raison de l'importance de cette route pour l'économie du pays. Madame le ministre, question. Question numéro 1. Madame le ministre, pouvez-vous confirmer devant le Parlement que le financement existe pour la reconstruction du tronçon Kati-Kolokani-Tidjeni? Deuxième question. Madame le ministre, quel est le montant prévu pour les travaux et à quel niveau se situe le blocage des fonds pour la raison des 10 travaux? Question numéro 3. Madame le ministre, pourriez-vous nous fournir les détails du contrat des travaux tout en situant les responsabilités de l'arrêt des travaux? Madame le ministre, question numéro 4. Quelles ont été les dispositions prises par votre département pour le suivi du chantier, comme ce fut le cas pour les travaux de la route Bamako-Pilikoro ou encore les ponts de Caille? Question numéro 5. Madame le ministre, quelles sont les solutions et moyens préconisés par le département pour venir à bout du calvaire des usagers? Question numéro 6. Madame le ministre, pourquoi l'entretien routier annuel ne se fait plus sur le tronçon Kati-Kolokani-Tidjeni? Question numéro 7. Madame le ministre, qu'est-ce qui explique alors le manque de réaction appropriée du département face à la situation, le calvaire des usagers sur les routes importantes pour l'essor économique du pays? Question numéro 8. Madame le ministre, confirmez-vous les propos du ministre de l'Économie et des Finances quand il dit que l'attribution du marché a coïncidé avec le soulèvement des jeunes de Kati et de Kolokani? Si oui, pourquoi cet arrêt inexplicable des travaux? Et sinon, que comptez-vous faire? Et enfin, Madame le ministre, question numéro 9, concrètement, le lancement des travaux de l'axe Kati-Kolokani-Tidjeni était un coup médiatique de propagande ou réellement c'était fondé officiel? Dites-nous la vérité. Je vous remercie. Bon, s'il vous plaît. Maintenant, avant que le ministre ne vienne, je vais quand même, chers collègues, il faut que nous nous entendions sur une chose. Si chacun d'entre vous, un à un, devait se lever pour dire ici ce qu'il y a chez lui qui n'a pas été fait, pourquoi ce n'est pas fait? Non, je vous en prie, je vous en prie. Je n'ai jamais entendu ça ici. Ta propre localité, tu viens et tu dis ça. Ce n'est pas la question de Kolokani. Vous êtes un député national. Non. Vous n'avez pas le droit de mes questions pour vous exprimer de cette façon. Je vous en prie. Le règlement est très clair. Le débat, c'est entre le ministre et le député interpellateur. Je vous en prie, monsieur le président. Non. Ok. Madame le ministre, j'attends les réponses de mes questions, monsieur le président. Je veux bien, mais on ne va pas se servir de cette tribune pour faire sa campagne. Hein? Oui. Si on le fait, si vous acceptez, vous ne pourrez plus refuser. C'est ça le problème des compromis là. Quand vous acceptez, vous ne pouvez plus refuser. Si vous n'acceptez pas, à ce moment-là, la question est nulle et non avouée. C'est la plénière qui décide. Moi, je ne décide rien. Si vous voulez que ce soit répondu, avec demain, ce sera le tour de l'autre, et un autre, et un autre. Et vous ne pourrez rien dire ici. Parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Franchement. Non, pardon. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous demandez, mais
vous n'avez pas encore obtenu la parole. Ouais, je ne sais pas ton droit. Tu as recommencé. Hein? Tu as recommencé. Je n'ai pas accepté. Viens couper ça. Viens couper. Bon, voilà, écoutez-moi. Ce qu'il est en train de faire là, je vais vous dire exactement la réaction que je vais avoir. Il veut saboter cette histoire-là. Il veut saboter. Il est venu pour ça. Je vais vous dire simplement ceci. Il va arrêter tout de suite, ou alors je serai obligé. Il faut écouter d'abord le président. Je n'ai pas donné la parole. C'est pas le sabotage, je m'adresse à toi. Je ne lui ai pas donné la parole. Je ne lui ai pas donné la parole, il est venu pour saboter la séance. C'est ce qu'il veut faire. Et ça ne se fera pas ici. En tout cas, président, tu n'es pas là pour défendre le gouvernement, tu n'es pas avocat du gouvernement, monsieur le président. J'ai dit, tu ne le feras pas ici. Tu n'es pas là pour ça. Tu ne le feras pas ici. Voilà. Il est venu pour ça. Il a une mission, on le sait. Bon. Maintenant, je dis encore une fois, si vous acceptez ça, moi je suis prêt à lui donner la parole. Mais, j'ai dit encore une fois, si quelqu'un demain, je dirai non, je lui donnerai la parole. Vous voulez vous prononcer? Oui, je vous en prie. Le problème, si lui, je l'ai dit déjà, il prend juste le problème qui regarde sa circonscription. Il vient, pardon, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous avez aussi, vous, vos problèmes là-bas. Si vous venez les exposer, lui, il vient aussi. On ne va pas parler de problème national. Mais il y a une manière de faire. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, Honorable Kouyaté, vous êtes obligé de respecter cette salle. Vous êtes obligé de respecter cette salle. J'ai simplement demandé quelque chose, pas autre chose. Moi, il y a déjà quelqu'un qui est là. Bakary, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il a parlé d'une route nationale. 1. 2. L'honorable Bakar Sissoko n'est pas là. Il a parlé aussi d'une route qui relevait de sa circonscription. 3. Moi-même, j'avais écrit au ministre des Finances pour demander des informations par rapport à l'interconnexion Côte d'Ivoire-Mali, en me limitant à la partie qui relève de Sikasso. Et j'ai reçu des réponses dans ce sens. Et c'est un dossier que vous avez reçu, vous l'appréciez, vous l'envoyez. Dès que c'est envoyé avec les questions, je pense que ça revient maintenant au député d'apprécier dans ce sens ou dans l'autre. Donc ça a été toujours fait comme ça et je pense qu'il faut continuer comme ça. Merci. Oui, Agali, j'ai vu quelques avis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que le problème, c'est vous m'excusez, parce que vous n'avez même pas droit à participer dans les débats. Ça, c'est un. De deux, si quelqu'un a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous l'arrêtez en précisant quel article il a violé. C'est aussi simple que ça. Mais nous sommes là. S'il y a des problèmes, on ne peut absolument rien faire que de venir interpeller. C'est tout. Ce n'est pas une question de chacun ne doit pas parler de chez lui. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que du président, si quelqu'un viole les règlements de l'Assemblée nationale, vous l'arrêtez. Vous dites que vous avez violé tel article. Point à la ligne, vous êtes le chef ici. C'est tout. Mais vous n'avez pas le droit de participer dans les débats. Et ça aussi, vous le faites. Je vous remercie. Le règlement n'est fait que parce que nous voulons bien faire. C'est tout. Hein. Sinon, ce n'est pas une Bible, hein, ni un Coran. C'est juste pour bien faire. Ça veut dire quoi? Si tout le monde, je l'ai dit et je le répète, hein, si vous êtes d'accord avec moi, vous ne pouvez pas dire le contraire ici. Vous avez dit ça et vous ne pouvez pas dire le contraire. Bon, en tout cas,
Vous êtes d'accord qu'on lui donne la parole? Vous êtes d'accord? Non, pas vous, ça c'est d'accord là-bas. Même ici, vous êtes d'accord qu'on fasse comme ça? Ah, vous voyez? Oui. Troisième avis et dernier avis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est pour vous dire tout simplement que la route nationale numéro 3... La même chose. Mais il faut écouter ce que j'ai dit. Mais il faut écouter ce que j'ai dit, vous commencez à réagir, il y a un problème. Allez-y, allez-y. Monsieur le Président, c'était pour vous rappeler tout simplement que vous sachiez que la route nationale numéro 3 ne commence pas à Bamako et s'arrête à Kolokani. C'est pour vous dire que la route numéro 3, nationale 3 va jusqu'à Diboli, va jusqu'à Dakar. Cela veut dire que l'interpellation qu'il est en train de faire concerne l'ensemble des députés de la République du Mali. Parce que moi j'en viens hier, pas avant-hier, hier seulement, hier à cette heure-ci, j'étais sur ce tronçon. Donc la question qu'il pose, elle est nationale. Elle n'est pas locale, elle est nationale. Donc il faut permettre aux gens de débattre la question. Pour finir, Monsieur le Président, veuillez accepter que nous sommes dans une institution parlementaire où la liberté est donnée vraiment aux députés de dire ce qu'ils pensent. On ne peut pas empêcher un député. Non, Monsieur le Président, il faut que vous cessiez. Vraiment, il faut que vous cessiez. Vraiment. Vous avez fini, je vous remercie beaucoup. C'est déjà bien. Il faut que vous arrêtez, Monsieur le Président, d'empêcher les gens d'exercer leurs droits constitutionnels. C'est dans la Constitution, Monsieur le Président. Vous n'avez pas d'autre à me donner. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Je vous ai donné la parole. Si vous avez fini, je vous remercie. Vous pouvez rejoindre votre place. D'accord. Mais c'est pour dire qu'il parle au nom de tous les Mali. Ce n'est pas au nom de Kolokani. Merci. Bon, alors on va lui donner la parole. Et puis désormais, ce problème est réglé. On continuera comme ça. Madame, vous voulez bien venir répondre donc à ces questions-là. « 5 minutes 50, vous avez mis pour poser des questions créatives. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole devant cette auguste assemblée pour me plier à l'exercice républicain, à savoir répondre aux questions orales de l'honorable Ousmane Kouyaté, député élu à Kolokani. Et je profite pour le remercier pour la pertinence de ces questions, et cela témoigne l'intérêt qu'il accorde au développement des infrastructures routières, en particulier la route RN3. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer encore une fois toute la disponibilité de mon département à être à l'écoute constante des élus de la nation et à faire sienne leurs préoccupations. Nous sommes convaincus que le développement d'un pays comme le nôtre passe entre autres par le développement des infrastructures routières. C'est dans ce cadre qu'un vaste programme de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes est en cours d'exécution ou envisagé, et cela à travers l'ensemble du territoire national. Ce programme s'appuie notamment sur les besoins des populations, le potentiel humain, agricole, minier et touristique. S'agissant des questions posées par l'honorable Kouyaté, elles figurent en priorité dans mon département au regard de l'importance de la dégradation du tronçon Kati-Dijeni, du corridor Bamako-Dakar par le nord, qui est lui-même un corridor extrêmement stratégique dans l'approvisionnement de notre pays en produits de tout genre, riz, sucre, huile, sel, hydrocarbures et j'en passe. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais répondre aux questions. Question numéro 1. Pouvez-vous confirmer devant le Parlement? Je confirme qu'il y a le financement. En effet, le financement a été proposé par le ministre des Finances, de l'Économie et des Finances sur le budget d'État. Exercice budgétaire 2018, 2019, 2020. 2 mandats ont déjà été émis d'un montant de 15 milliards 696 millions.
au profit de l'AGETIP Mali, qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet au titre de l'année 2018. Et le projet bénéficie d'une dotation budgétaire de 9,5 milliards au titre de l'année 2019. Ce projet est inscrit dans la loi des finances 2019, section 700, programme 2065, action 01, chapitre 32, 6, 2018, 3078 001 60. Nature 23 5 102. Nous pouvons voir en page 405 du document de programmation pluriannuelle des dépenses et des projets annuels de performance 2019-2021 et au BSI à la page 114. Le montant prévu pour ces travaux est de 74 milliards 314 millions 850 129 francs CFA, toutes taxes comprises. Le marché a été conclu entre l'AGETIP Mali, qui est je le répète, le maître d'ouvrage délégué, et l'entreprise Sogea Satom, qui est en charge des travaux. Ces travaux, effectivement, il n'y a pas de blocage que nous connaissons, il n'y a pas de blocage de fonds, il y a sûrement une lenteur administrative qui fait que la procédure prend du temps à être mise en place, mais il n'y a pas de blocage. Les détails du contrat des travaux. Les travaux seront... il s'agit de la réhabilitation de la route Kati-Djeni pour un premier tronçon de 150 km jusque de Kati à Djeni, qui sera sur en bicouche, qui sera en bébé 5 cm sur une largeur de 10 mètres et une longueur de 150 km, avec les ouvrages qui vont avec. Le délai d'exécution est de 30 mois. Le projet a effectivement démarré le 23 octobre 2018. Parce que dans la section que je viens d'annoncer, de Kati-Djeni, donc en passant par Kolokani, il y avait une partie urbaine, une section urbaine à Kati, entre le point zéro qui est le rond-point et la sortie au niveau du péage, qui était extrêmement dégradée et qui nous avait été signalée comme accidentogène. Nous avons donc ordonné à l'entreprise de procéder rapidement à une réhabilitation correcte de ce tronçon, ce qui nous avait fait les travaux suivants sur le contrat, et donc l'OS a été donné, l'ordre de service a été donné, et lorsque nous avons donné l'ordre de service, nous avons attendu quelque temps. Il se trouve que je devais aller faire une mission à Caï. Nous n'avons pas fait de lancement en grande pompe, parce que le lancement en grande pompe veut dire que nous avons mis des bâches, nous avons invité la population, nous avons mis tout le monde à contribution. Non. Nous avons juste donné l'ordre de service à l'entreprise de commencer les travaux en leur indiquant de prendre sur les 20 premiers kilomètres qui sont entre le rond-point PK0 et le péage, de faire des travaux pour améliorer ce tronçon et éviter ainsi toute possibilité d'accident au maximum. Nous avons donc ceci fait, l'installation de l'entreprise a commencé, des travaux d'entretien dans les zones les plus dégradées de la route, y compris dans la traversée de la ville de Sikasso, afin de maintenir la circulation. Il s'agit là des travaux de recyclage de la chaussée et d'exécution en revêtement monocouche sur un linéaire de 20 km. Le démarrage des études d'exécution, parce que pour les ingénieurs qui sont dans la salle, ils savent que nous ne faisons aucun travaux. Quels que soient les travaux que nous donnons, il y a toujours des études d'exécution qui seront approuvées par les bureaux d'études. Je pense qu'ils sont là dans la salle. La réalisation de points d'eau pour pouvoir avoir l'eau nécessaire pour travailler sur la route. Et maintenant, l'exécution de travaux de débouchage et de bouchage de nids de poules sur certaines sections, à savoir de Katichka au PK 54 et du PK 95 au PK 113. Bien sûr, nous avons rencontré des difficultés parce que, comme je vous avais dit, les lourdeurs administratives ne nous ont pas permis d'évoluer au rythme que nous voulons. Nous avons donc, à partir de ce moment, constaté que mieux, au lieu de faire
des plages vides dans le délai d'exécution de l'entreprise, nous avons demandé une interruption des travaux pour que toute l'administration soit mise en place et que quand les travaux vont démarrer, ils démarrent d'une seule traite. Que ça va le mieux que de faire des petits morceaux. On commence, on arrête un mois parce qu'on n'a pas fini de régler tel problème administratif. Nous avons demandé l'arrêt des travaux pour mettre en place toute la logistique nécessaire que les travaux commencent et ne s'arrêtent plus. Ainsi donc, l'entreprise, aujourd'hui les travaux, les lenteurs sont derrière nous. Le bureau d'études a repris les plans les études d'exécution qui seront remises à l'entreprise très bientôt, qui pourra enfin commencer et démarrer effectivement sans plus s'arrêter. Quelles sont les dispositions prises pour le suivi? Oui, comme je vous l'ai dit, aucun chantier ne commence sans qu'il y ait le contrôle et la surveillance. Aucun. Quand nous avons fini de sélectionner l'entreprise, tant que le bureau d'études n'est pas sur place, l'OS ne pas de données. Le bureau d'études se positionne avant l'entreprise et pas après l'entreprise. Donc aucunement nous ne pouvons dire que nous n'avons pas fait de suivi de corollaire. Et ça, ici, c'est le bureau d'études CIRA-SAS qui a eu le marché. Et à ce niveau-là aussi, c'est toujours au niveau de l'AGETIP, une unité de coordination du projet a été mise au sein de la Direction nationale des routes et elle est composée d'ingénieurs et de techniciens qui font la supervision. Quelles sont les solutions pour venir au bout du calvaire? Nous avons déjà dit, nous avons déjà fait l'entretien routier sur les 20 premiers kilomètres dans la zone urbaine de Kati. Nous avons demandé un entretien routier par l'entreprise Saturn qui l'a fait. Je vous ai cité les POCAS sur lesquels ils ont travaillé pour maintenir ce trafic. Et beaucoup de gens, même celui qui a quitté hier, peut dire que c'était mieux que bien avant. Il y a beaucoup d'améliorations. Un entretien routier qui n'est plus fait sur le tronçon Kati-Kolokani-Djidjeni. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais rappeler quand même que cette route a été inaugurée en 2002. Quand nous l'avons inaugurée en 2002, il y a immédiatement en septembre 2002, il y a eu la crise qui a secoué notre voisine de la Côte d'Ivoire, et qui a fait augmenter immédiatement le tronçon sur cette route RN3. Et cette route n'avait pas été faite en bébé. Elle avait été faite en couche, conformément au trafic qui avait été ressorti des études. Donc il y a eu une augmentation d'au moins 40% qui a agressé très rapidement cette route-là et l'a abîmée. Et du coup, après, en 2014, dès 2014, nous avons constaté qu'il fallait faire des travaux. En 2014, nous avons ordonné de l'entretien, un programme d'entretien routier. En 2014, nous avons sélectionné l'entreprise éthique qui a travaillé sur ce tronçon Kati-Kolokani-Djidjeni pour un montant de 538 millions 542 498. C'était en 2014. En 2015, nous avons injecté 2 467 914 500 francs CFA et les travaux ont été faits par les entreprises, le groupement de chez GMCG et Sanket Travaux. En 2016, nous avons injecté 987 473 467 francs CFA et c'est CITAC SA qui a eu les travaux. En 2017, nous avons injecté 200 millions et c'était aussi CITAC qui avait eu ces travaux. Et en 2018, nous avons injecté 426 836 168 000 francs CFA pour l'entretien routier de ce tronçon. En ce qui concerne la réaction devant le calvaire, je ne sais pas, après ce que je viens de dire comme entretien, ça veut dire que nous nous en occupons et nous réagissons. Ce calvaire, votre calvaire vous s'arrête à Kolokani, je pense. Moi, mon calvaire continue jusqu'à Kaï, parce que je suis kaïsienne. Et cette route-là, je la prends tous les jours. Chaque fois que je vais chez moi, je prends sur moi d'utiliser cette route pour montrer à tous les usagers que je souffre comme eux et que je cherche la solution à ce problème. Je suis de Kaï Médine, donc je ne m'arrête même pas à Médine, je vais encore plus loin. Et tous les tronçons me concernent.
Donc cette route-là, et si vous voulez parler de réaction, la première réaction c'est pour moi-même. Si je veux être même un peu égoïste, c'est pour moi-même, il faut que cette route soit faite. Et ensuite, quand je vois le nombre de tonnes qui passent par cette route, je suis obligé de m'en occuper. Obligé. Donc après ça, c'est surtout les tronçons de routes importantes. Nous avons des entretiens partout. Nous avons mis en place un système d'entretien pluriannuel. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que la Géroute a un budget limité dans l'année. Si on prend l'année 2019, elle aura un budget très serré. Ce budget très serré ne pourra pas faire face à tout ce qu'il y a sur les routes, de toutes les routes d'international, d'interrégional. Parfois, nous intervenons sur des tronçons d'interrégional qui sont en jonction directe avec les routes internationales. Et là, donc, nous avons mis en place le système d'entretien pluriannuel qui fait que la même entreprise va continuer progressivement sur le même tronçon sur plusieurs années, ce qui fait que le tronçon arrangé cette année, on n'y reviendra plus, on continuera et au bout des 3 ans, le tronçon sera réhabilité. Nous passons à la question 8. Vous confirmez les propos. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit avec le ministre des Finances. Donc je ne peux pas confirmer ou infirmer ce que vous vous êtes dit, je n'étais pas là. Mais ce que je sais, c'est que nous avons commencé à travailler sur cette route. À partir du moment où on a décidé de faire cette route, les études ont été faites à partir de 2015. Nous avons commencé les études, nous avons travaillé. Les études de faisabilité sont finies. Et nous savons que cette route qui fait 720 km à peu près, fait pour tout son va coûter 473 milliards. Oui. Donc, environ, je ne donne pas les chiffres exacts. Donc, à ce moment, à partir de là, nous avons dit que nous allons faire face au tronçon le plus dégradé, qui se trouve être dans votre circonscription. Cathy, Didjeni. En attendant de faire les autres qui sont encore sous entretien routier pluriannuel avec, ce que je vous dis, des différentes entreprises qui travaillent sur chacun sur leur tronçon. En décembre 2017, nous avons reçu une offre spontanée de Sogea Satom sur ce tronçon. Nous l'avons soumise au ministre des Finances, qui l'a étudiée et qui, en février 2018, nous a donné l'aval de continuer les négociations directes avec la société Sogea Satom pour arriver à une convention. Convention qui est arrivée en avril 2018 et le temps de faire les papiers et tout ça, nous avons demandé le temps, ils ont commencé en 2018, ils ont commencé en avril 2018 et nous avons finalement signé la convention en septembre 2018. Septembre 2018, c'est déjà en pleine saison des pluies. Enfin, ça a commencé à se développer. Septembre 2018, c'était la fin de la saison des pluies. On a dit, nous ne pouvons pas commencer des travaux en saison des pluies. Ça aussi, les techniciens sont dans la salle, même s'ils sont députés, ils savent que ce n'est pas possible. Nous avons donc dit, nous attendons la fin de la saison des pluies pour commencer, pour donner l'ordre de service de commencer les travaux. Ce qui est arrivé en octobre. C'est arrivé en octobre, nous avons donné l'ordre de commencer les travaux en commençant par la section de Cathy. Quelques jours après, je devais aller en mission sur Caille, encore Caille. Et je devais aller voir le pont de Caille, la route Caille-Saduela et toutes les routes d'accès du pont de Caille. En passant, j'ai dit je m'arrête pour constater l'effectivité des travaux, du démarrage des travaux. Ce que j'ai fait en signant la route et voyant exactement ce qu'ils avaient fait, est-ce que mes ordres avaient été respectés. Sur ce, quand je fais une mission, il est de mon devoir de rendre compte au peuple. Donc quand j'ai fini la mission sur ce tronçon, j'ai donné une interview pour exactement dire ce qui était sur ce tronçon et j'ai continué sur ma mission de Caille tranquillement pour faire le reste de ma mission sur laquelle aussi j'ai fait des comptes rendus. La question numéro 9, donc c'est pas de la propagande, c'est effectivement les travaux qui sont en train de se faire.
Et c'est 30 mois. Et je demanderai donc l'indulgence de l'honorable Kouyaté qu'en 12 mois, des travaux qui doivent se faire en 30 mois ne peuvent pas avoir quelque chose de consistant. Ceux qui ont assisté à la construction de la route Bamako-Koulikoro en savent quelque chose. Je vous remercie. Merci. Voilà, donc vous avez... oui, si vous avez le restant vous avez la parole. Madame, vous avez consommé 17 minutes 43 secondes. Monsieur le Président, Madame le ministre, merci le technicien. Madame le ministre, je vous ai écouté avec intérêt et considération. Mais franchement, je suis resté sur ma faim. Je me rappelle très bien, en juin 2018, quand on clôturait la session ordinaire, j'ai rappelé ce qui s'est passé entre nous lorsqu'on adoptait la convention de financement de la route Nara, Kuala Muga Nara. Il n'y avait pas d'argent. Et je vous avais alerté que si rien n'est fait, cette route, cette localité, difficilement pourront résoudre devant vous. Et je pense, parce que rien n'a été fait, que pendant l'hivernage, la route a atteint son paroxysme de dégradation. Et c'est en ce moment que les jeunes de Kati, de Kolokani, se sont donné la main pour faire une manifestation afin de trouver les moyens pour soulager les usagers. Et en octobre, le ministre des Finances m'a dit ici que ce n'est pas parce que les jeunes se sont soulevés, mais seulement l'attention du marché a coïncidé avec leur manifestation. C'est pourquoi j'ai dit qu'il m'a répondu avec une explication politique. Madame le ministre, vous aviez dit ici que le budget d'État 2019 prend en charge les financements des extorsions. J'en doute fort. Parce que, avant que je ne pose la question à monsieur le ministre, ce jour-là, j'ai échangé avec le rapporteur de la commission finances. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Il n'y a rien, il n'y a aucune ligne par rapport à ce tronçon, à cette route. On a regardé. Et c'est après, bien après, que je pose la question à monsieur le ministre. Donc si vous dites aujourd'hui, vous avez sorti les références, je suis très heureux. C'est pourquoi j'ai posé les questions orales. Si réellement, les chiffres que vous venez d'avancer, les références que vous venez de donner, après la question à la séance plénière, je vais encore vérifier avec le rapporteur de la commission finance pour voir les détails de vos références. Eh bien, quand ça va être une réalité pour moi, je pourrai rendre compte à qui les droits. Mais dans les cas contraires, je n'hésiterai pas à vous poser des questions orales dans les jours à venir. Madame le ministre, vous avez dit que les travaux vont continuer. Les travaux sont arrêtés il y a à peu près plus de 3 mois. Ce qui est grave. Toutes les machines de l'entreprise Sogia Staton sont rentrées à la base à Kati. Il n'y a aucune machine, aucun véhicule de travaux sur la route. Moi, je suis à Kolokani tous les week-ends. Et je vous dis, on ne m'a pas appris, mais je vois, j'ai vu ça. Il n'y a pas une seule machine qui travaille aujourd'hui. Alors, vérifiez vos informations. Madame la ministre, je ne vous en parle rien. Seulement un rappel. C'est la fondation de cette route RN3. Par jour, on peut compter près de 150, 200 à 300 gros porteurs de cars. Les véhicules légers de transport et les voitures personnelles sont estimés à un nombre incalculable. Les frais de pesage et de péage de tous ces véhicules au niveau des postes de Kati, de Djema, de Nyoro et Kai, à la rentrée comme à la sortie, sont obligatoirement payés selon la nature du véhicule. Les ressources générées par la vente de ces tickets au niveau de différents postes
Madame la ministre, servent à quoi donc? Première interrogation. Deuxième interrogation, Madame la ministre, après le lancement des travaux de la population et les autorités locales, les quartiers de Kolokani sont restés sur leur faim, car les travaux n'ont pas bougé, ils ne bougent pas. En raison de la dégradation avancée de la route, les véhicules passent habituellement, empruntent de nos jours la route de Kidja pour se rendre à Djema, à Nyoro ou à Kai. Ma collègue de Djema est un témoin privilégié, car pour maintenant se rendre à Djema, elle passe par Kita. Alors, pendant combien de temps la route de Kita aussi pourra supporter cette nouvelle fréquentation? Vous l'avez dit, la route de Kolokani, la RN3 a été habilitée en 2002. Et ça a coïncidé avec le développement de la Côte d'Ivoire, ce qui a augmenté le trafic de plus de 40%. Donc la route n'étant pas, comme on appelle, construite par rapport à ce trafic-là, forcément, elle a cédé. Donc si on ne fait rien, on n'y prend pas garde, la route de Kidja également connaîtra le même sort que la RN3. Madame la ministre, les populations et les usagers veulent savoir à l'instant T si le tronçon sera refait avant l'hivernage. Si oui, comment comptez-vous faire? Sinon, quelle proposition avez-vous à nous faire, eux, aux usagers? Deuxième interrogation. Dans tous les cas, les populations des communes de Nozombougou, de Ouagadougou, de Tchouroubougou, de Kolokani et de Djizeni seront coupées de la capitale Bamako si rien n'est fait avant l'hivernage de Djénou-Dangara. Par ailleurs, Madame la ministre, parlant des conséquences économiques, la dégradation de cette route, le manque à gagner est chiffré en des milliers de francs. L'augmentation exponentielle des tarifs de transport participe significativement à la paupérisation des populations qui sont déjà précaires. Exemple, Kolokani est situé à la même distance que Fana par rapport à Bamako. Au moment où les usagers de Fana payent 1250 pour se rendre à Fana, à Kolokani, c'est 2250 francs CFA. Et à la base des fêtes, ce tarif est augmenté jusqu'à 5000 francs. Mais je n'en veux pas aux transporteurs, car l'état de la route, pratiquer cette double aujourd'hui, c'est un sacerdoce. D'ailleurs, c'est le tour de chapeau, parce qu'il continue à desservir cette localité. Madame la ministre, ainsi, je vous rappelle que notre Assemblée a voté la loi sur le partenariat public-privé, au gouvernement appelé PPP. Pourquoi votre département n'engage pas de projet dans ce cadre? Troisième interrogation. En raison de l'importance de cette route dans l'économie du pays, comment se fait-il que le département ne fait rien pour changer la situation? Quatrième interrogation. Madame la ministre, êtes-vous contre le pays? Comment expliquez-vous ces deux intérêts? Je reviens pour le troisième passage, Monsieur le Président. J'ai posé 5 nouvelles interrogations. Monsieur le Président. Merci. 7 minutes 27 secondes. Ça vous fait donc consommer, vous avez 13 minutes. Oui, 13 minutes 17 secondes. Madame, vous avez la parole pour... Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, ou c'est monsieur l'honorable député qui m'a pas bien écouté. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai fait pour cette route. Je vous ai donné des chiffres, un chiffre, ce que nous faisons comme entretien routier sur ce tronçon. Depuis 2014, il n'y a pas une année où on n'a pas intervenu sur ce tronçon. Mais vous savez, quand on porte un habit, et qu'on le lave tous les jours, il arrive un moment où il n'y a plus de possibilité de le laver, il va se déchirer. La route qui est là aujourd'hui est arrivée à ce niveau. Elle est arrivée un peu trop tôt. Un peu trop tôt, pourquoi? Parce que vous avez parlé de réhabiliter. Non, elle a été construite en 2002. Construite avec des données qui n'étaient plus ces données quelques mois après. Quelques mois après, pourquoi? Parce que nous avons un pays voisin qui a eu des problèmes, qui a fait que tous les transporteurs ont basculé de l'autre côté. Et du coup,
Quand vous prenez le nombre de comptages que vous avez compté en 1000 voitures, c'était pas ça quand on faisait les calculs. Quand nous avons fait les premiers calculs, c'était pas combien d'aller. Les gens préféraient aller vers Abidjan que d'aller vers Dakar, ce qui était un problème. Parce que les ports sont des ports co-épousent et ça ne plaisait pas du tout à Dakar de voir toutes les marchandises aller vers Abidjan. Ils ont bien applaudi entrepris quand le trafic s'est déversé vers chez eux. Ce trafic qui a été vers chez eux a fait que tous les calculs que nous avons voulu faire sur cette route, et en prenant toutes les données, parce que une route ne se construit pas comme ça, on prend des données, on fait des calculs, on fait des comptages, on voit quel tournage monte dessus. Et après, on sort les calculs. J'ai ici quelqu'un de plus approprié pour nous, enfin pas plus, mais qui peut aussi confirmer ce que j'ai dit. Ici, nous avons fait des calculs pour des routes plus légères. C'est une route R3, c'était mais elle n'était pas la plus importante. Hein. Elle était importante, mais elle n'était pas la plus importante. Elle est devenue importante quand il y a eu ce problème à la Côte d'Ivoire. Du coup, tout s'est dégradé. À partir de, on a fait des petites réparations, on était des petits nids de poules, etc. Après, ça a été en 2015, nous avons fait une grosse intervention de 2 milliards. Justement parce que la répercussion commence à se faire sentir. 2 milliards, 900 millions, 400 millions, ça ne va plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la refaire. Et nous en sommes là. C'est pour ça que nous avons reçu l'offre de SACO. Nous l'avons proposé au ministre des Finances, qu'il a accepté. Nous avons fait ce qu'il a fait et nous